Quand on pense évolution, le nom qui vient tout de suite, c'est Darwin. C'est presque automatique. Oui, c'est vrai. Pourtant, cette idée que les espèces changent, elle a une histoire bien plus longue, bien plus complexe. En fait, c'est plein de débats, d'intuitions, parfois étonnantes. Absolument. Et c'est un peu ça notre objectif aujourd'hui. Voir comment cette idée a germé, comment elle a dû lutter, parfois pour exister, et comment elle s'est construite petit à petit, bien avant Darwin, et aussi après lui d'ailleurs. C'est comme une enquête en fait sur la naissance d'une idée révolutionnaire. Voilà. Et pour ça, on s'appuie sur une conférence qui retrace un peu toute cette épopée intellectuelle. Ça part des premières questions sur les fossiles jusqu'aux idées plus modernes. Alors, on y va, on plonge là-dedans. Allons-y. Alors, si on remonte, disons, 17e, 18e siècle, les fossiles, ça commence à intriguer. Au début, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est des jeux de la nature, des bizarreries. C'est ça. L'idée que ce soit des restes d'anciens êtres vivants, ça met du temps à s'imposer. Et pire encore, l'idée d'extinction. C'est presque impensable. On est dans un contexte où l'on croit la Terre jeune, créée telle qu'elle, par une volonté divine. Donc, l'extinction, ça voudrait dire que la création n'était pas parfaite. Impensable. Exactement. Et puis, il y a un besoin d'ordre. C'est là qu'intervient Linné, au XVIIIe. Son travail de classification, c'est monumental. Il organise tout le vivant. Sont créés et ne bougent plus. C'est un paradoxe. Ce cadre fixe, rigide, a été nécessaire pour structurer la pensée, pour pouvoir ensuite justement penser le changement. Il fallait une carte avant d'imaginer l'itinéraire, en quelque sorte. D'accord. Mais cette carte commence un peu à se craquer, non? Avec des gens comme... Oui, Buffon, c'est une figure intéressante. Il ose imaginer une Terre beaucoup plus ancienne. 75 000 ans? Ah oui, quand même. Pour l'époque, c'est énorme. On comptait en milliers d'années à peine. Oui, c'est un choc. Et il remet en cause l'idée d'un déluge universel pour expliquer les fossiles. Il va même jusqu'à suggérer une sorte de transformation, mais très limitée, une dégénérescence. Genre le cheval aurait pu donner l'âne. Une dégénérescence. C'est pas tout à fait l'évolution comme on l'entend, mais c'est déjà une brèche. C'est une brèche, exactement. Et ça prépare le terrain pour le début du 19e siècle. Là, après la Révolution française, les idées bougent un peu plus. Et on voit arriver Lamarck. En 1809, il propose la première vraie théorie complète de la transformation. Ah, Lamarck. La fameuse girafe qui allonge son cou, voilà, c'est l'exemple classique. Pour Lamarck, il y a deux moteurs. D'abord, une sorte de force interne qui pousse les organismes à devenir plus complexes. Et ensuite, l'adaptation au milieu. L'usage répété d'un organe le développe, le non-usage l'atrophie. Et le point clé, c'est qu'il pensait que ces changements, acquis pendant la vie, pouvaient être transmis aux enfants. C'est ça, l'hérédité des caractères acquis. Tout à fait. C'est une théorie très articulée pour l'époque. Mais elle va se heurter à une opposition farouche. J'imagine. Qui, principalement? Surtout Georges Cuvier. Une sommité. Le grand spécialiste de l'anatomie comparée. Le père de la paléontologie en France. Il étudie les fossiles comme personne. Et grâce à ça, il prouve que des espèces ont disparu, c'est bien ça? Les mammouths, les reptiles volants. Exactement. Il prouve l'extinction de manière irréfutable. Mais, et c'est là le point crucial, il refuse absolument l'idée de transformation des espèces. Il est anti-évolutionniste. Attendez, il prouve l'extinction, mais ni l'évolution. Comment c'est possible? C'est contradictoire, non? Pour lui, non. Son argument choc, c'était les momies égyptiennes d'animaux, comme les ibis. Il les a étudiées. Elles avaient 3000 ans et elles étaient identiques aux ibis de son époque. Ah, d'accord. Donc pour lui, 3000 ans sans changement, ça prouvait que les espèces étaient stables. Voilà. Pour lui, c'était la preuve que le transformisme de Lamarck ne tenait pas la route. Alors, pour expliquer la succession des faunes différentes qu'il voyait dans les couches géologiques, il a proposé le catastrophisme. Des catastrophes naturelles? Oui, des grandes catastrophes locales qui anéantissaient la faune d'une région. Et ensuite, cette région était repeuplée par des espèces venues d'ailleurs, par migration. Donc une succession de mondes perdus, mais sans lien de parenté direct entre eux. Une histoire par chapitres séparés. C'est fou. Comme une observation juste, l'extinction peut être intégrée dans un cadre qui, aujourd'hui, nous semble faux. Bon. Et pendant ce temps-là, il y avait Darwin et Wallace qui voyageaient, eux. Exactement. Charles Darwin et Alfred Russel Wallace. Deux naturalistes explorateurs. Ils observent la nature aux quatre coins du monde. Darwin, son voyage sur le Beagle, les fameux pinsons des Galapagos. L'exemple qu'on cite toujours. Et indépendamment l'un de l'autre, en réfléchissant à leurs observations sur la variation, la compétition, l'adaptation,
Ils arrivent à la même idée fondamentale. La sélection naturelle? Oui, la sélection naturelle comme mécanisme principal. Mais l'idée plus large, c'est la descendance avec modification. Toutes les espèces actuelles descendent d'ancêtres communs, elles se sont diversifiées avec le temps. Un peu comme un arbre généalogique, un buisson foisonnant. Et comment ça marche ce moteur, la sélection naturelle? En gros, au sein d'une espèce, il y a toujours des petites variations entre les individus, qui apparaissent au hasard. Certaines de ces variations peuvent donner un petit avantage dans un environnement donné, mieux se nourrir, échapper aux prédateurs, mieux se reproduire. D'accord. Du coup, les individus qui portent ces variations avantageuses ont tendance à laisser plus de descendants. Et comme les descendants héritent des traits de leurs parents, la variation avantageuse devient de plus en plus fréquente dans la population au fil des générations. C'est le milieu qui trie en quelque sorte les variations existantes. Et là, avec le livre de Darwin, L'origine des espèces, en 1859, et toutes les preuves accumulées, ça change tout. Ça change presque tout. En une vingtaine d'années, on peut dire que le fait de l'évolution, l'idée que les espèces descendent les unes des autres, convainc la majorité de la communauté scientifique. Les preuves de la paléontologie, de l'anatomie comparée, de l'embryologie, de la biogéographie, tout convergeait. Le fait de l'évolution est accepté donc. Mais le mécanisme, la sélection naturelle, ça a été plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. L'idée d'évolution, oui, mais comment ça marche? Là, ça a coincé pendant des décennies. La sélection naturelle a eu du mal à s'imposer comme le moteur principal. Il y a eu un retour d'idées néo-lamarckiennes, des théories qui misaient sur des mutations brusques, des grands sauts évolutifs. C'était une période de grands débats. Il manquait quelque chose pour que ça colle, hein. Il manquait une pièce essentielle, la compréhension de l'hérédité. Comment les caractères se transmettent? Darwin lui-même n'avait pas de bonne théorie là-dessus. Il a fallu attendre la redécouverte des travaux de Gregor Mendel sur les lois de la génétique, au début du XXe siècle. Ah oui, Mendel et ses petits pois. Exactement. Et ensuite, il a fallu intégrer cette génétique mendélienne avec la sélection naturelle de Darwin. Ça s'est fait progressivement, grâce notamment à la génétique des populations. Et ça a abouti, dans les années 1930-1950, à ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. La grande synthèse. Voilà. Qui confirme le rôle central de la sélection naturelle agissant sur des variations d'origine génétique, les mutations, qui elles apparaissent au hasard. C'est le cadre conceptuel qu'on utilise encore largement aujourd'hui, même s'il est enrichi et débattu, bien sûr. C'est un parcours fascinant quand on y pense. Ça montre bien que l'évolution, l'idée d'évolution, c'est pas juste l'éclair de génie d'un seul homme, Darwin. C'est une construction lente, collective. Tout à fait. C'est le fruit d'un long cheminement avec des pionniers, des gens qui ont posé des jalons importants, même s'ils se sont trompés sur certains points, comme Cuvier avec son refus de l'évolution. Ses travaux sur l'extinction et l'anatomie comparée ont été absolument fondamentaux. Il y a eu des débats, des synthèses progressives, c'est vraiment une œuvre collective. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment des idées qui nous semblent fausses aujourd'hui, comme le fixisme de Linné ou le catastrophisme de Cuvier, ont en fait joué un rôle. Elles ont permis de poser des questions, d'organiser la pensée, de développer des méthodes, sans lesquelles l'idée d'évolution n'aurait peut-être pas pu émerger aussi solidement. C'est une excellente remarque. Ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Quand on voit comment cette théorie scientifique majeure, si centrale aujourd'hui, s'est construite si lentement, par essai, par erreur, contre des résistances fortes, est-ce que ça ne change pas un peu notre regard sur ce qu'est une vérité scientifique? Sur la manière souvent sinuleuse dont elle finit par s'établir?